Je vous avais promis des voyages autour de l'olfaction, alors pour ce nouvel épisode du podcast À fleur de nez, je vous emmène sur la Côte d'Azur, très exactement à Grasse, capitale mondiale du parfum. La seule ville du monde où le mot usine est une évocation romantique. Calfeutrée dans un tout petit bureau au calme, mais au cœur de la vieille ville de Grasse, je vous propose de découvrir les secrets de la fabrication du parfum. Dans son laboratoire aux 1001 odeurs, Michel Téti est le chef d'orchestre des matières premières de parfumerie. Il contrôle, vérifie et compose les bases parfumantes pour la maison Fragonard, et ce, depuis 20 ans maintenant. Alors autour de quelques odeurs et souvenirs, Michel nous raconte son métier. Et malgré mon nez complètement enrhumé, vous allez l'entendre, j'arrive à tout sentir et tout comprendre. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Bienvenue à Michel Téti pour le 4e épisode de notre podcast À fleur de nez. Bonjour Charlotte. Bonjour Michel. Alors on va commencer par le début. Toi tu connais bien la pyramide olfactive, je pense. C'est quelque chose que tu gères tous les jours. Alors on va commencer par les notes de tête. Qui dit note de tête dit présentation en fait. C'est un peu comme une présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé chez Fragonard et quel est ton métier aujourd'hui chez Fragonard? Alors je suis arrivé chez Fragonard tout jeune, j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler en fait à l'atelier, ici au centre-ville, où je faisais tout ce qui est mise en flacon, conditionnement. Donc ça c'était vraiment le tout début. Une fois que j'ai passé le permis, je suis passé donc de l'atelier au parking, où là je garais, je déplaçais les véhicules. Et donc après je touchais un peu à tout, à la savonnerie. Et en parallèle, je continuais donc mes études, puisque ça c'était un job d'été évidemment. Et donc j'étudiais l'informatique. Donc je venais travailler en été chez Fragonard, en été pour les vacances scolaires. Et donc j'ai passé mon diplôme, donc un bac professionnel d'informatique tout simplement. Et une fois que j'ai passé mon bac, que je l'ai eu, j'ai été contacté par Edmond, qui à l'époque était le bras droit de Monsieur Fabre, de Monsieur Costa, pardon. De Jean-François Costa, Exactement. qui est en fait, qui était le père des 3 sœurs qui dirigent la maison Fragonard. Tout à fait. À l'époque, elle m'a dit, voilà, il y a un poste qui se crée au laboratoire. Est-ce que tu es intéressé pour venir travailler avec nous? Et donc, j'ai réfléchi, mais pas très longtemps en fait. Voilà. Et du coup, j'ai dit oui. Et qu'est-ce qui t'a fait dire oui? En fait, tu dis, j'ai pas réfléchi très longtemps. C'est le côté laboratoire ou c'est la maison Fragonard? C'est le fait d'avoir déjà eu une expérience? Je connaissais la maison Fragonard, voilà, parce que j'ai travaillé depuis que j'avais 16 ans, enfin en été. Mais il y avait une très bonne ambiance, j'aimais bien. L'univers des odeurs était agréable. Et l'informatique, de l'autre côté, j'avais choisi l'informatique, mais pas par dépit, mais parce qu'il fallait faire quelque chose en fait. Et une fois que j'ai commencé à toucher aux odeurs, à sentir les odeurs, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'agréable, de sympa, quoi. Surtout, j'avais pas l'impression quand je venais travailler en été, de travailler tout simplement. Donc quand on m'a proposé, j'ai pas hésité, j'ai accepté le poste. C'est comme ça qu'a commencé ma carrière au laboratoire. Et alors à cette époque-là, tu faisais quoi exactement au laboratoire? Alors au laboratoire, j'ai été formé par un monsieur, Bernard Fenoglio, qui était lui-même préparateur depuis une quarantaine d'années en fait, toujours chez Fragonard. Il m'a appris, il m'a enseigné les odeurs, les produits, la différence entre les produits, qu'ils soient sous forme de solide, de résine, sous forme liquide bien sûr. Et aujourd'hui, tu diriges le laboratoire? C'est ça. Qui est situé dans l'usine de la fabrique des fleurs à Grasse. Tout à fait. Quel est votre quotidien dans ce laboratoire? C'est quoi ton quotidien? Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on réceptionne les matières premières, on va donc les contrôler, faire plusieurs contrôles, l'indice de réfraction, la densité, l'odeur, bien entendu, l'aspect et la couleur. Et le contrôle, on va dire le plus important, ça va être ensuite la chromatographie. Qu'est-ce que c'est la chromatographie pour un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de chromatographie? Alors, la chromatographie, c'est des appareils qui nous permettent en fait de jeter un œil dans le produit et de voir de quoi il est constitué en fait. Donc on a 2 chromatographes, un spectre de masse
qui lui va nous donner la qualité du produit, donc le nom des molécules qui constituent le produit en question, et un détecteur à ionisation de flamme, un FID, qui lui va nous donner les quantités de chaque molécule. Une fois que tous les contrôles sont validés, on va pouvoir utiliser ces différents produits pour faire nos bases parfumantes. Voilà, donc une base parfumante, c'est une recette de cuisine, on peut comparer ça à une recette de cuisine, donc avec différents ingrédients, différentes quantités, qu'on va devoir assembler pour obtenir l'odeur que le nez a inventée. Donc toi, tu viens juste après le nez, en fait. C'est ça. Le nez il crée une formule, et toi, tu l'exécutes. Exactement. Tu es le commis du chef. Ouais, on va dire que l'exécutant et la personne qui écrit la musique, et nous on va jouer la musique. C'est beau, c'est une très belle métaphore. Merci. Et donc, quand tu parlais du chromatographe, je me souviens une fois être allée te voir au laboratoire et tu m'avais dit, on a ce chromatographe, donc tu m'avais montré justement tous les graphiques, etc. Mais tu m'avais dit le premier examen, c'est quand même mon nez que j'utilise. Et d'une année sur l'autre, tu m'expliquais justement l'huile essentielle de lavande, elle n'a pas forcément la même odeur, elle va pas avoir... voilà. Et puis tu vérifies aussi les petites coupures qu'il pourrait y avoir, enfin les petits trucs, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais dans la parfumerie, il y a des petites choses qui peuvent se faire... qui ne devraient pas se faire. Oui. C'est ça. Donc toi, tu es là un peu comme un gendarme ou un douanier de la qualité. Oui, c'est ça. Si on se rend compte que dans notre huile essentielle de lavande, il y a trop de certains pics, notamment du linalol qui n'est pas en bonne quantité, ou alors qui est amené de manière synthétique. On est capable de différencier donc du linalol de synthèse et du linalol naturel. Et ça, tu le différencies toi-même avec ton nez ou c'est le chromatographe? Ça, c'est vraiment avec la chromatographie. Il y a des appareils, il y a des colonnes, mais on ne va pas rentrer dans le détail, qui vont se trouver dans la chromatographie, dans les chromatographes, qui vont nous permettre de différencier un linalol de synthèse, un linalol naturel. On est capable de faire la différence et de voir si on a un fournisseur qui est mal intentionné, disons, et qui aurait coupé tout simplement sa lavande. Voilà. Si c'est le cas, ça n'arrive jamais. On refuse la marchandise. C'est arrivé au tout début, vraiment, quand on a eu ces appareils, parce que les fournisseurs n'étaient pas au courant, évidemment. Et voilà, on a refusé une fois ou deux la marchandise. Et puis, depuis, on a éliminé les fournisseurs qui étaient indélicats. C'est un travail avec des fournisseurs en qui on a confiance. Donc, tout se passe bien. Et du coup, toutes les matières premières que tu reçois au laboratoire, tu leur fais passer le test du chromatographe ? Systématiquement, oui, tout ce qu'on reçoit est contrôlé. Et tout ce que nous fabriquons est également contrôlé. On se contrôle nous-mêmes parce qu'une erreur est toujours possible. Quand on se rend compte, on peut rectifier le tir ou pas. À ce moment-là, on va jeter la marchandise, malheureusement. Quand on ne se rend pas compte qu'on a fait une erreur, la chromatographie, elle, on va le voir de suite. Alors, ce qui est assez étonnant dans la chromatographie, c'est que sur une huile essentielle, par exemple, de lavande, mais peut-être ou un absolu de rose, tu as une quantité de pics. Des centaines de pics, de molécules différentes. Oui, quand on parle d'une huile essentielle, c'est pas un seul produit. Il y a plein de constituants dans une huile essentielle. Donc avec des noms un peu barbares, je parlais du linalol, l'acétate de linalyle, l'alpha-pinène, le bêta-pinène, enfin voilà, il y a plein de noms comme ça qui sont le nom de chaque molécule et qui constituent les huiles essentielles. Et on va retrouver les mêmes molécules dans différentes huiles essentielles qui n'ont pas forcément la même odeur. Par exemple, le linalol dans la lavande, on le retrouve aussi dans le lavandin. Donc là, les odeurs sont assez proches, mais c'est pas la même chose puisque le lavandin est très camphré. Mais on va retrouver aussi du linalol dans la bergamote, par exemple. La bergamote et le lavandin ou la lavande n'ont absolument rien à voir olfactivement. En chromato, il y a des pics qui sont similaires. Et ces pics indiquent que c'est des molécules identiques. C'est ça, tout à fait. Quels sont les produits qui t'ont étonné le plus ou qui t'ont fait rêver, par exemple ? Parce que tu voyages en fait dans ton laboratoire avec une fève tonka, justement. Oui, après, il y a plein de produits c'est difficile comme question parce que à chaque fois qu'on sent un produit, c'est pas toujours nouveau, mais oui, ça fait voyager tout le temps, on peut dire. Ça rappelle toujours un souvenir en général. Voilà, ça déclenche toujours une émotion. Alors, je peux pas tout amener parce que c'est trop compliqué. Ou alors il aurait fallu le faire au labo. C'est ça. Il faut énormément de temps. Mais là, par exemple, j'ai pris le clou de girofle. Alors le clou de girofle, pour moi,
Je vais te le faire sentir. Je veux bien que tu me le fasses sentir. Alors, les auditeurs ne peuvent pas sentir, mais ils vont le sentir avec ce que tu vas nous décrire. Pour les plus jeunes, je pense qu'ils ne pourront pas associer l'image que je vais dire, mais les plus vieux, oui. Le clou de girofle, pour moi, évidemment, on l'utilise en cuisine, mais pour moi, quand je sens le clou de girofle, je sens quand j'étais enfant et que j'allais chez le dentiste. Et il y avait cette odeur de clou de girofle. Si je ne me trompe pas, il a des propriétés anesthésiantes et qu'il l'utilisait à l'époque pour anesthésier justement au moment où... On allait t'arracher une dent. C'est ça. Ou te soigner une carie. Nous charcuter. Voilà. Donc du coup, c'est un souvenir qui est... Pas agréable du tout. Pas agréable du tout. Mais bizarrement, quand je le sens aujourd'hui, c'est plus avec de la nostalgie, on va dire. C'est bizarre à dire, mais ça reste un souvenir agréable. C'est la complexité humaine, c'est ça qui est beau. Alors ensuite, j'ai, pareil, il a un nom barbare, l'aldéhyde benzoïque. Alors c'est une molécule synthétique ? Oui. Ça sent bon. Ça sent l'amande. L'amande, tu sais, de la liqueur un peu... comment ça s'appelle ? C'est l'amaretto. L'amaretto, voilà, cette liqueur... ça fait... Enfin, il déclenche plusieurs souvenirs, on va dire. Parce que, voilà, il fait l'amaretto, effectivement. Donc c'est une liqueur italienne, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais il fait aussi ce côté amande, donc, et ce côté frangipane. Ma mère, plus jeune, quand moi j'étais plus jeune, faisait des petits biscuits justement à l'amande. C'est marrant que tu aies choisi justement cette odeur d'amaretto, d'amande, parce que Michel Tetti, c'est un peu d'origine italienne, non ? Oui, tout à fait. oui, mes parents sont italiens, naturalisés français, ils sont français. Mais oui, ils sont nés tous les deux en Italie et c'est vrai qu'on allait souvent en vacances en Calabre, d'où ils sont originaires. Et on avait l'occasion à l'époque de goûter à cette liqueur aussi. Il n'y a pas que celle-là, il y a le limoncello aussi. Oui, c'est vrai. J'aurais pu prendre le citron également, mais bon, le citron, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est bon. C'est vrai, c'est un peu plus c'est simple. vrai. J'en ai encore 2. Ouais. C'est pareil, c'est un produit de synthèse. Le 6-nonen-1-ol. Ah bah ça sent la pastèque. Ça sent la pastèque. Le melon. Et alors, en fait, moi, ce produit, ça fait pas très longtemps qu'on l'utilise. 2, 3, 4 ans maximum. Et du coup, je le connaissais pas. Quand on l'a eu, je l'ai senti, il m'a tout de suite déclenché un souvenir d'il y a pas très longtemps, d'il y a 7-8 ans en arrière, où j'étais parti à Venise avec ma femme et mes enfants. Donc, et mes enfants voulaient des bonbons à la pastèque. En le sentant, c'est l'odeur de ces bonbons à la pastèque. Voilà, c'était... Et je me suis retrouvé à Venise il y a une dizaine d'années en arrière, quoi. Pour moi, il sent vraiment plus que la pastèque ou le melon, ce bonbon à la pastèque, donc avec ce goût un petit peu pas trop naturel, on va dire. Oui, c'est pour toi, ça évoque pas quelque chose de naturel. C'est ça, c'est vraiment plus... Alors, c'est pas désagréable, c'est pas oui, mauvais, l'odeur est assez... mais c'est pas ce que je m'attends à sentir quand je sens vraiment la pastèque ou le melon. Ça rappelle, voilà, mais c'est pas exactement. Pour moi, c'est vraiment le bonbon. Voilà. C'est vraiment le bonbon à la pastèque de tes enfants. C'est ça. Et comment tu différencierais justement de manière olfactive ce qu'on vient de sentir ? Comment tu l'appelles cette molécule ? Alors c'est le 6, CIS. 6-nonen-1-ol. Donc c'est la composition chimique, c'est la chimie organique. D'accord. Donc il faudrait vraiment rentrer dans le détail. Là, c'est faire des schémas et tout, c'est compliqué. On va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Mais olfactivement, comment on fait la différence ? Toi, non. En fait, comment tu définirais la différence entre ce que je viens de sentir, qui est cette molécule synthétique, et l'odeur de la pastèque quand tu la tranches ? Alors, c'est difficile à décrire, mais si je prends le cas, par exemple, du citron, l'huile essentielle de citron qui va vraiment sentir le citron... comme quand on coupe un morceau de citron et un citron reconstitué, une composition. Si on sent un citron composition tout seul, bah oui, ça sent bon, ça sent le citron. Quand on compare les deux, là, on fait tout de suite la différence. Il y a, comment dire, le vrai citron ou la vraie pastèque, ça va exploser. C'est pas la même chose, vraiment. Il y a une complexité, je trouve, souvent, quand on compare les odeurs synthétiques qui ont un côté très franc, très brute en fait, par rapport à une odeur naturelle. C'est plus rond, en fait, voilà, c'est plus rond, c'est plus plein. Je sais pas si c'est plus complexe, clair, mais... Il y a plus de finesse. C'est ça. Et alors ta quatrième le odeur... dernier, c'est l'oxyde de rose. Alors l'oxyde de rose, ça va être contenu dans le géranium, pas en grande quantité, parce que c'est jamais une grosse quantité dans ces produits. Lui, tout seul, il n'est pas forcément agréable pour tout le monde. C'est un peu particulier. Moi, c'est une odeur que j'aime vraiment. Parce que c'est pareil, quand je sens ce produit, je repars
en enfance, j'avais 6-7 ans et j'allais jouer chez mon voisin de palier. Donc dans sa chambre, il y avait des jouets, c'était magnifique. Et sa mère portait un parfum. Dans ce parfum, je sentais l'oxyde de rose. Alors, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr. Mais tu l'as compris en le sentant, en arrivant au laboratoire, et tout de suite, ce souvenir est revenu à moi, alors qu'on ne s'est pas vu depuis qu'on est tout petit. Donc, Alors, qu'est-ce que c'est l'oxyde de rose ? C'est une molécule qui est contenue donc, dans le géranium. On va le trouver aussi dans la rose, mais en quantité vraiment très, très, très faible. Comment tu nous la décrirais, cette odeur ? C'est assez particulier. C'est très particulier. C'est pas évident à décrire comme ça. Je peux dire que c'est pas vert, par exemple. C'est pas une odeur... c'est pas boisé non plus. Pour moi, ça fait comme une odeur un peu de frais. Quelque chose de propre. Il y a un côté un peu encaustique, non ? Ou c'est moi ? J'ai du mal à la décrire parce que j'ai toujours ce souvenir qui vient, qui bloque un peu tout le reste. Ah oui, c'est un souvenir qui est trop présent pour te permettre d'avoir un jugement. Et puis même, moi je trouve que c'est bon en réalité. Je sais que c'est pas une odeur spécialement agréable parce que c'est assez fort, c'est assez entêtant. Il y a plein d'odeurs comme ça où avec le temps aussi, donc celle-là je l'aimais tout de suite, mais on utilise un produit par exemple le corps cassis qui sent vraiment, pas bon. Avec le temps, au tout début, je ne l'aimais pas du tout. Avec le temps, je me suis habitué à cette odeur. Et maintenant, j'arrive à écarter le côté désagréable et à avoir que le côté vraiment agréable. Le côté cassis, en fait. C'est pas évident, hein, c'est avec les années, mais... Ouais, et puis surtout, tu as appris à le dompter, en fait, puisque tu l'utilises dans tes formules. Donc, tu l'associes, toutes ces odeurs que tu manipules tous les jours, dans les parfums que tu crées, que le nez te demande de créer, mais que du coup, après, tu repères dans le produit final, dans la composition finale. Alors, les repérer dans la composition finale, pas systématiquement. Ça c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que certains produits vont marquer. Et oui, je vais être capable de dire... dans celui-là, par exemple, il y a tel produit, tel ingrédient. Par exemple, le salicylate de benzyle, qu'on utilisait jusqu'à présent, qui donne ce côté un peu monoï, un peu plage. Si je croise une dame dans un magasin qui porte un produit qui contient du salicylate de benzyle, je vais dire, ah oui, là, il y a du salicylate de benzyle, et tout de suite, c'est ce côté plage qui va revenir. En fait, en ayant le côté plage, je sais tout de suite, ça déclenche le salicylate de benzyle. Donc certains produits, oui, je vais être capable de dire il y en a, mais après je suis pas capable de dire il y a tant de celui-là, tant de celui-là. Ça c'est pas possible. Enfin, pas pour moi du moins. Mais c'est intéressant de voir que certaines molécules ont plus de présence, peut-être plus de caractère que d'autres. Oui. Après, c'est au niveau des notes de tête, de cœur et de fond également, où on va sentir, par exemple, si dans un parfum, il y a beaucoup de citron, tout de suite, on va sentir le limonène. Et ça, effectivement, on va être capable de... Toi, tu vas être... Oui, voilà. Non, mais de dire, oui, là, il y a un hespéridé, c'est plus du citron, de l'orange, de la bergamote. Voilà, ça, j'arrive à le définir. Alors, revenons à ton métier. Tu commences à travailler donc au laboratoire. Tu es formé par ce monsieur Bernard Fenoglio. Depuis combien de temps, du coup, tu travailles au laboratoire chez Fragonard ? Alors, je suis rentré au laboratoire en janvier 99, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, plus de 20 ans. Oui. Est-ce que tu vois une évolution dans ton métier dans mon métier, oui. Dans les odeurs, justement, entre les parfums que tu as pu composer Juste au niveau de mon métier, en fait, quand j'ai commencé, on travaillait, par exemple, pour faire chauffer les produits, donc vraiment au niveau matériel, on va dire. On chauffait les produits avec un petit réchaud à gaz, en fait. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu un progrès énorme. On est passé sur des plaques chauffantes. Donc, rien que de là, ça a été vraiment quelque chose de... énorme, on va dire. Le matériel qu'on utilise aujourd'hui, à l'époque, on faisait tout à la main. Aujourd'hui, on a des chariots qui nous aident dans le travail de tous les jours. C'est beaucoup moins physique que ce que ça pouvait être à l'époque. On utilise donc la chromatographie. Ça, c'est aussi quelque chose... Ça date de quand, la chromatographie ? La chromatographie, on l'a eu en 2004. J'ai eu 2 ans de formation réellement pour apprendre vraiment à manier l'appareil. Et ensuite, on a eu une formation de 3 ans supplémentaires pour étudier justement toutes les huiles essentielles
quand je parlais tout à l'heure du linalol dans la lavande, ça a été... on a décortiqué les huiles, donc on passait toutes les huiles en chromato et on les étudiait. On allait chercher tous les petits pics, les quantités de chacun. Donc oui, l'évolution, ça a été... on est parti avec un réchaud à gaz et puis aujourd'hui, c'est quand même très moderne, on va dire. Beaucoup plus informatisé. Aussi, oui, bien sûr. Et les odeurs, tu as dû voir aussi une évolution dans les odeurs. Tu as aujourd'hui les formules que tu réalises, que tu exécutes. Alors elles sont... À l'époque, les formules étaient beaucoup plus complexes. Il y avait énormément de produits, c'est vrai. Ça s'est relativement simplifié. Alors, les odeurs restent quand même différentes, mais au niveau de l'application des formules, c'est plus simple pour nous quand même. Une formule, par exemple, comme l'Émilie, qui est une ancienne, une vieille formule, où j'ai pas loin d'une centaine de produits. Quand on fait notre mélange, il y a certains produits à faire chauffer, justement. Les poudres, les résines. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire chauffer, par exemple, une partie et rajouter à l'intérieur du citron ou de la bergamote. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va abîmer le citron ou la bergamote, puisque les têtes vont s'échapper, en fait. Le limonène, un produit de tête, va partir. Du coup, on va abîmer notre base. Il y a certaines précautions à prendre. Voilà. Et justement, là, tu me parles d'Émilie, donc c'est une centaine produits, une centaine d'ingrédients différents, en fait. Oui, d'ingrédients différents. Et sur une création plus récente, tu tournes autour de combien d'ingrédients ? Une trentaine de produits, entre 30, 50, 60, voilà, c'est à peu près le grand maximum 60. On est plus entre 30 et 50, c'est dans ces eaux-là. Il me semble aussi qu'autrefois, on utilise beaucoup dans les ingrédients ce qu'ils appelaient les bases. Tu sais, donc c'était déjà des mélanges, c'est ça ? C'est ça, ou des sous-compos en fait. D'accord. Ou des cœurs, Alors tu peux nous en parler un petit peu de ce fonctionnement là ? On morcelait une formule en fait. On avait un très vieux parfum, je crois que je l'ai pesé une fois, c'était le Zizani. La formule elle-même, je ne sais plus combien de produits elle contenait, mais je pense comme l'Émilie, dans une centaine. Et il y avait plusieurs cœurs. Et chaque cœur comportait pas mal d'ingrédients. Je ne me rappelle plus maintenant, ça fait longtemps. Mais donc je l'ai pesé, une fois, parce que je me souviens. Mais c'était horrible à peser. Ça prenait combien de temps ? Je ne me souviens pas, sincèrement. Mais par exemple, là, en ce moment, je suis en train de peser l'Émilie. J'en ai pour 2 bonnes journées. Pour faire une quantité pas énorme, une centaine de kilos, ça va me prendre 2 jours. 2 jours de travail, juste pour peser, juste pour rajouter ingrédient après ingrédient. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits, donc forcément, qui dit beaucoup de produits, il dit beaucoup de petites quantités. Donc, plus les quantités sont petites, et plus il faut faire attention, parce que voilà, si je mets 10 kg de DPG, et au lieu de mettre 10 kg, je mets 10 kg et 1 gramme, ou 10 kg et 10 grammes, il n'y aura pas de problème. Par contre, si je dois mettre 10 grammes de rose, je dois mettre 10 grammes de rose et pas 11 ou 12. Donc forcément, quand on a des petites quantités à peser, c'est sur une balance de précision, on va plus doucement, on prend plus de temps et forcément, c'est plus long. Une fois que tu as pesé ta formule, qu'elle est réalisée, on a ce qu'on appelle le concentré. C'est ça, c'est la base parfumante, le concentré. Donc nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on va reprélever un échantillon et refaire donc tous les contrôles. Indice de réfraction, densité, chromato, odeur, bien sûr. Une fois que tous les contrôles sont validés, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'erreur, on va laisser reposer le produit, donc on le laisse maturer pendant quelques semaines, et il pourra ensuite être utilisé pour faire de l'eau toilette, du parfum. D'accord, c'est un peu comme un bon vin, mais c'est une première étape, il doit maturer chez toi, dans ton laboratoire. On le laisse maturer dans les cuves, parce qu'il y a en fait encore des combinaisons entre les molécules qui continuent de se faire, donc il faut le laisser faire comme ça pendant quelques semaines. Parce qu'après, une fois qu'il est mélangé en alcool, avec l'alcool pour obtenir une eau de toilette ou un parfum, on va encore le laisser reposer, oui. Pendant en général 3 semaines. C'est la macération cette fois. Là, il y aura, une fois que le produit a macéré, il sera glacé filtré avant d'être mis en flacon. Donc. Et nous, ce qu'on va faire par contre, c'est une fois que le produit a été glacé filtré, on va prélever un échantillon avant le glaçage-filtrage et après le glaçage-filtrage. Le glaçage-filtrage, en fait, permet de fixer, on va dire, les impuretés et de les retenir dans les filtres. Donc nous, on va prélever un échantillon avant et après et on va comparer en chromato, pareil, pour voir qu'il n'y ait pas eu de souci au niveau de l'appareil qui fait justement ce glaçage-filtrage. Qu'il n'y ait pas eu d'impureté qui soit glissée au milieu, que la machine ait mal été rincée. Et donc, une fois qu'il est contrôlé, il pourra être mis sur le marché. Donc il pourra être mis en flacon et ensuite vendu.
Et toi, tu fais un contrôle aussi olfactif? Tu vérifies avec... tu trempes une mouillette sur les produits en glaçage filtrage, on le fait aussi, mais c'est vrai que c'est quand le produit arrive, c'est systématique, on va dire. Quand on ouvre un flacon, on a pour habitude finalement de sentir. D'accord. Voilà, donc si vraiment il y a quelque chose de grave, on va le voir tout de suite. Tu vas le sentir puis, tout de suite, ouais. Si j'attends du concerto et que je reçois de l'Émilie, non, c'est pas ça. Depuis plus de 20 ans que tu travailles au laboratoire, qu'est-ce qui a aussi changé pour toi? Alors ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, on vendait aussi pour des clients extérieurs. On faisait par exemple le Bluegrass d'Elisabeth Arden, qui est un parfum qui s'est éteint finalement avec les clients qui portaient ce produit. Oui, la mode est passée. Voilà, la mode est passée. Qu'est-ce que ça sentait, le Bluegrass? Je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Tu fais trop de parfums. Certains produits, certains parfums marquent. Et d'autres, celui-là, pas marrant, du tout. Ouais. Ouais, il m'a pas marqué. Je l'ai pesé pourtant, mais je me rappelle d'une chose. Voilà, c'est qu'on mettait un colorant brun dedans. Ça, je me rappelle très bien. Mais je me rappelle pas du tout de l'odeur du produit. Voilà. C'était un parfum pour homme ou pour femme? C'était pour femme. Pour femme. De mémoire, c'était pour femme. Et donc oui, on a arrêté de leur vendre, puisqu'ils ont arrêté tout simplement de le commercialiser. Voilà, tout à fait. Et on a cessé par la suite de produire pour d'autres. Et c'était différent justement de peser pour... Non, c'est pareil. Pour toi, c'est la même chose. Pour moi, c'est pareil, oui. Pour nous, pour un autre à l'époque, non, il faut la même rigueur, que le produit soit de bonne qualité, que les clients soient contents. Voilà. Et qu'olfactivement, ils correspondent à ce que le nez voulait au départ. Tout à fait, oui. Si ça ne correspond pas, non, ça ne va pas. C'est qu'il y a eu un problème dans l'exécution de la recette. Alors, ce qui a changé aussi à l'époque, c'est qu'à l'époque, on n'avait donc pas la chromato. Et mon ancien collègue, par exemple, s'il me manquait un produit, me disait c'est pas grave, tu as plus d'antranilate de méthyle, tu as le méthylantranilate de méthyle, il est pas très loin au niveau d'odeur, tu en mets un petit peu moins et ça va passer. Et ça passait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on n'a pas le bon produit, ça peut pas passer. Ça demande plus de rigueur en fait. C'est ça. Alors on avait de la rigueur aussi à l'époque, mais avec une petite marge de manœuvre. Voilà. Là non, c'est pas possible. Et voilà, avec la chromato, on le verra tout de suite. Donc ça ne peut pas passer. Si nous on le voit, le client va le voir aussi et il refusera la marchandise. Donc Alors justement, en note de fond, tu me parlais de parfums qui te marquent et d'autres qui t'ont pas marqué. Quels sont les parfums que tu as pu peser et qui t'ont marqué justement? Alors qui m'ont marqué, Rêve de grâce par exemple, mais c'est un vieux au tout début où j'ai commencé à bosser au labo, qui sentait pour moi le chewing-gum, genre Malabar, et que j'aimais pas du tout. Voilà, c'était... Donc c'était pesant de peser. Ah oui, de le peser, c'était pas agréable. C'était pas agréable. C'était pas agréable. Après, il y a heureusement beaucoup de parfums qui, eux, sont agréables, qui m'ont plu. À l'époque, c'est pareil, on avait le Mélodie, on avait Ariel, le Lune de Miel, l'ancien. Entre celui qu'on faisait à l'époque et celui d'aujourd'hui, on a gardé le nom, mais l'odeur est totalement différente. Voilà, c'est des bons souvenirs. Hein, mais... Une évolution, entre les parfums que tu pesais il y a 20 ans et les parfums que tu pèses aujourd'hui, on a parlé du nombre d'ingrédients, mais olfactivement parlant aussi. Aujourd'hui, on est plus sur des notes sucrées. Des notes gourmandes. Ouais, c'est plus dans l'air du temps. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est sucré, gourmand, fruité, fruits rouges dans ces notes-là. Alors qu'à l'époque, on était peut-être plus sur des parfums plus forts. On avait donc le Miranda très vanillé, le Rêve de grâce, c'était des odeurs où il y avait pas mal aussi de civette. Voilà, donc c'est des odeurs. La civette, il faut que tu expliques parce que la civette, c'est une matière première qu'on n'utilise plus. Qu'on n'utilise plus. En fait, on l'utilise, mais c'est purement synthétique. Parce qu'à l'époque, c'était un animal où on récupérait les glandes anales de cet animal, donc il fallait tuer cette pauvre bête. Donc évidemment, ça a été arrêté. Mais donc voilà, je laisse imaginer l'odeur que ça pouvait avoir. Mais donc ça donne. C'est une odeur qui est matière fécale. Voilà, d'accord. Réellement. Donc c'est une odeur très très forte. C'est très fort, c'est pas agréable du tout. On peut à pas sentir. imaginer qu'on puisse utiliser une matière. En fait, en mettant des quantités assez faibles, j'allais dire ça rehausse le goût. Ça rehausse pas le goût, mais voilà, ça relève l'odeur, ça donne un côté, justement un côté un peu animal. Ça donne des produits beaucoup plus forts, un peu lourds, capiteux.
Donc aujourd'hui, ça irait bien, on va dire, à une personne un peu plus âgée, alors que les parfums qu'on produit sont plus, je pense, destinés à un public peut-être un peu plus jeune. Plus léger, plus frais. Et puis on change plus facilement. Voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Oui, aujourd'hui, on a un rapport au parfum qui est différent. Qui est différent, alors qu'à l'époque, je pense que les personnes étaient plus fidèles à leur parfum. Quelle serait l'odeur pour toi qui représente la maison Fragonard ? Moi, j'ai commencé à travailler chez Fragonard. Le premier jour, j'ai été derrière un pilier en train de remplir des sels de bain. Je me vois avec cette vieille balance, une balance Roberval, et avec mon petit sachet posé dessus. Il fallait que je mette 120 grammes, je crois, à l'époque. Et donc, tu te souviens du chiffre. Oui. Et je me rappelle de ce sel de bain, c'était le sel de bain Fragonard. Et donc, c'était l'odeur Fragonard. C'est la première odeur vraiment que j'ai sentie en travaillant chez Fragonard. Pour moi, c'est celui qui représente la maison. C'est pour toi, ça. Pour toi. Pour moi, en tout cas. Et ça sentait quoi ? Le Fragonard, mais on le fait encore aujourd'hui. Ah, c'est le parfum Fragonard. C'est le parfum Fragonard, c'est le même. Ouais. Bon, qui a un peu évolué parce que au niveau de la réglementation, il y a eu quelques changements, mais l'odeur reste quand même la même. Pour moi, je l'aime et je l'aime pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'étais derrière ce pilier, je voyais rien. Et donc voilà, c'est ce souvenir-là, mais je l'aime quand même parce que ça m'a permis ça a été mon premier pas dans la parfumerie. Écoute Michel, merci de nous avoir fait voyager dans ton laboratoire aux 1001 odeurs et à très bientôt. Merci à toi et à très bientôt également. Merci.